Notre dispositif est un dispositif d'inclusion scolaire, de maintien dans le milieu ordinaire d'enfants porteurs d'un handicap, la déficience intellectuelle. C'est un continuum de services qui va de l'école primaire en passant par le collège, en continuité sur le lycée d'enseignement professionnel et qui débouche sur l'apprentissage. Et ce projet, ce dispositif les permet d'évoluer, de grandir, de découvrir la société, de découvrir ce que c'est que vivre avec les autres, comme tout le monde. Cette particularité de ce dispositif est de développer les aptitudes sociales et communicationnelles des élèves par le biais de différents types d'inclusion. Donc cette inclusion, bien entendu, se fait sur des temps collectifs, par exemple la cantine, le sport, les récréations, mais nous visons également une intégration la plus large possible dans les classes avec les autres élèves. Je vais accueillir des élèves dans ma classe et nous allons monter des projets ensemble, des projets en art visuel, une classe théâtre. Les parents, ça les encourage en fait à faire évoluer leurs enfants, puisque le fait de les voir évoluer au sein même de la vie ordinaire font que ces parents ne se découragent pas. Le dispositif lui a vraiment permis d'abord d'acquérir un peu de lecture et un peu d'écriture, moins de déchiffrage. Au collège et au lycée, ils ont commencé à leur apprendre l'autonomie de transport. La dernière année, il allait en bus au lycée. Désormais, nous avons une porte de sortie naturelle vers l'apprentissage pour ces jeunes gens qui sortent de ce continuum de services. Avec mon tuteur, ça se passe très bien et il est content de moi dans mon travail. Au sein de contre-apprentissage, j'ai pas beaucoup de difficultés. Ça permet à tout un chacun, que ce soit professionnel, enfant, parents, se rendre compte qu'en fait le handicap, c'est quelque chose qui fait de la partie de la vie d'une société. Ils se seront frottés à un public ordinaire, à des enfants ordinaires, à des adolescents ordinaires, et donc par conséquent, ils seront mieux armés. Monsieur Baron, vous avez souhaité, avec l'équipe de l'ESPA, qu'on parle de l'école inclusive pendant ce court débat. Ça ne va pas être un débat, ça va être juste l'illustration de ce qui se passe. La conclusion du débat qu'on va avoir, c'est quoi? La conclusion du débat, c'est vous allez la découper, vous allez la construire avec les intervenants. Et je crois que ce qui est important de retenir à l'initiative de ce débat, c'est que il n'y a pas deux mondes différents. Il y a un seul monde et chacun a sa place dans le même monde. Pendant longtemps, les enfants handicapés ou les enfants en difficulté allaient dans des classes qui étaient dans les établissements qui les accueillaient. Ensuite, on s'est dit, pourquoi ne pas les faire venir dans des classes ordinaires? C'est d'abord des enfants, et c'est d'abord des enfants qui méritent d'aller dans des classes ordinaires. C'est ce qu'on a commencé à appeler l'école inclusive, les classes externalisées. Et petit à petit, on est allé vers cette voie-là. Ceci dit, c'est une voie, et nous, ce qu'on défend comme idée, c'est que c'est une voie qui doit être menée avec précaution et adaptée à chacun des enfants qui est accompagné. C'est ce qu'on va voir, je crois. Alors, on va inviter tout de suite Sébastien Pechini et Cindy Botiglieri. Merci de nous rejoindre. Vous pouvez les applaudir chaque fois qu'ils vont rentrer en scène parce que, finalement, Sébastien, vous êtes un gamin qui grandissait dans Haute-Saône, collège Flammarion, c'est où ça? Haute-Main, pardon. Ça marche normalement. Touchez à rien, parce que c'est eux qui font tout. C'est quoi ce collège? C'est où? Alors c'est un collège situé à Haute-Marne, donc à Montigny-le-Roi, à proximité donc, de l'ITED dans lequel je travaille. Et depuis maintenant 6 ans, depuis 2011 si je ne me trompe pas. Non, je parle du gamin que vous étiez. Ah, le gamin, oui. Vous étiez dans ce collège-là, vous? Oui, j'étais, mais en tant que professeur de PS, pas en tant que... Pas élève. Ah non, pas élève, non. Donc vous êtes de la Haute-Marne? Oui, je suis de là-dedans. Je suis originaire d'Haute-Marne. Vous arrivez dans ce collège, petit collège, 180 élèves? Moi, mon collège, c'est un peu plus grand, 300. 300. C'est un pays comment, la Haute-Marne? C'est un beau pays. D'ailleurs, plein de gens peuvent le visiter d'ici quelques mois au cours des Aléfiades qu'on organise. Voilà, je fais une petite pub pour les Aléfiades dans 6 mois. Mais non, après, c'est un département que peu de gens connaissent, mais très agréable, avec des particularités dont on parlera sûrement dans le débat d'aujourd'hui. Alors vous grandissez, vous allez en fac, vous êtes prof de sport, et vous êtes dans le collège prof de sport. Oui, c'est ça. Vous êtes dans l'éducation nationale. Je suis dans l'éducation nationale, j'ai
voie un peu particulière, puisque j'ai fait des études pour devenir professeur de PS, et puis j'ai dérivé vers le milieu sportif exclusivement, et j'ai eu l'opportunité, par l'intermédiaire de M. Ptifon, que vous découvrirez tout à l'heure, d'intervenir une année dans le collège de Montigny-le-Roi, et c'était l'année de création de la classe externalisée. Donc j'ai été l'heureux chanceux pour accueillir 6 élèves à l'époque, je crois que c'était 5 ou 6 élèves, et d'expérimenter cette classe externalisée. Donc vous êtes prof de sport, vous accueillez 6 élèves, voilà. On vous dit quoi quand, À l'époque c'était une expérimentation, moi j'avais peu vécu en tant que professeur de PS, mais j'avais quand même une fibre déjà éducative bien avant. J'ai rapidement accepté d'accueillir cette classe qui à l'époque, donc il y a un fonctionnement qui est différent d'aujourd'hui. On accueillait les 6 adolescents sur toutes les séances de PS. Il y a des freins peut-être, il y a des freins, vous dites, oh, ça va être compliqué, ou le fait que vous soyez éducateur, que vous ayez vécu la compétition, être meilleur que soi-même, être meilleur que les autres. Non, je pense qu'on a saisi le fait que j'étais peut-être nouveau et puis que j'avais peut-être pas le choix de dire non. Voilà, peut-être pas le choix de dire non. Non, je plaisante bien entendu, j'ai accepté parce que je trouvais le challenge intéressant pour tout le monde. Et tout d'un coup, vous passez de l'éducation nationale au médico-social. Que s'est-il passé? Il faut demander à Mme Meyer qui est là-bas, puisqu'elle est venue me recruter, puisque j'étais quand même dans une filière. Alors Mme Meyer, elle est directrice de l'établissement dans lequel je travaille. Et voilà, et à l'époque, j'étais quand même dans un parcours précaire, puisque j'étais en poste de contractuel, et j'avais quand même vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, une certaine sensibilité sur le plan éducatif, et je ne connaissais pas du tout l'ITEP. Je l'ai découvert en organisant des manifestations où l'ITEP était invité, et j'ai été recruté, donc je me suis retrouvé de l'autre côté. Donc vous êtes dans un collège, vous connaissez bien le collège, on vous demande d'accueillir 6 élèves, qui sont des élèves un peu différents soi-disant, vous dites pas de problème, je vais les intégrer, ça marche plutôt bien, et Mme Meyer de l'ITEP, elle dit allez hop, tu vas passer de l'éducation sociale au médico-social. Ça change quoi tout d'un coup? Bon, vous découvrez quel monde? Après ça c'est une vraie question, puisque peut-être naïvement, mais j'ai été surpris de découvrir un monde au fait auquel pourtant je travaille depuis très très longtemps avec les jeunes dans différents milieux, mais je ne connaissais pas le milieu du médico-social, le milieu du spécialisé, avec ses particularités, ses difficultés, ses richesses. Mais non, ça a été, oui, la première année, ça a été pas une claque parce que c'était très positif, mais mon monde un petit peu idyllique a pu tomber la première année. Mais voilà, après, ça a été très très enrichissant. En même temps, votre quotidien ne change pas beaucoup, vous restez prof de sport. Si, il change quand même au niveau horaire, déjà il change quand même. Ouais. Après, dans la prise en charge, c'est quand même autre chose. Même si le fond, est-ce que j'utilise moi le sport reste la même chose, la manière d'appréhender est totalement différente. Vos élèves aujourd'hui en sport sont les élèves de l'ITEP intégrés au collège et les autres collégiens, ou pas? Là, depuis cette année spécifiquement, puisqu'on a souhaité, les deux chefs d'établissement ont souhaité renforcer la collaboration et le partenariat entre les deux établissements en mettant en place un éducateur sportif. Alors, c'est une vingtaine d'heures aujourd'hui, ça peut être modulable en fonction des besoins, pour accompagner les jeunes en inclusion EPS et pour assurer aussi le lien éducatif, un petit peu pédagogique, même si c'est Mme Bottiglieri qui est plus référente de ça, mais voilà, c'est d'assurer la passerelle et pour les jeunes, l'inclusion en EPS. C'est des Bottiglieri. Donc, vous avez un professeur d'éducation sportive intégré donc au médico-social qui travaille au collège, dans une classe à part des autres élèves, mais les cours les donnent à tous. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est à peu près ça. Pas tout à fait. En fait, c'est je suis enseignante spécialisée. Donc ma classe c'est au collège Camille Flammarion. Donc moi c'est la 4e année. Avant moi, il y a eu 3 années avant moi en fait. Je suis arrivée au sein du collège Camille Flammarion et surtout au sein de l'ITEP après une ouverture de crise dans un autre département. Donc pour moi, l'inclusion, c'était tout à fait normal. Donc quand je suis arrivée au collège Camille Flammarion, la classe l'unité d'enseignement externalisé qu'on a mis en place au collège, j'ai tout de suite voulu j'ai eu l'envie tout de suite que mes élèves aillent en inclusion avec les autres élèves ordinaires.
Donc ça se fait au départ naturellement avec certains professeurs, lorsqu'on échange en salle des professeurs, on sent tout de suite ou pas celui qui a envie d'adhérer au projet. Et puis petit à petit, on a les inclusions qui étaient d'abord en sport, puis on les augmente, on va en art plastique, on va en éducation musicale, et puis si ça se passe bien, on va en mathématiques, on va en français. Alors attendez, je vous arrête. Donc, cette année, justement c'est ça, c'est que cette année, on a voulu... pardon. Non, c'est bien, c'est bien. C'est que cette année, en fait, on avait des élèves qu'on ne pouvait pas envoyer en sport, en EPS, parce que on avait peur que ça se passe mal. Qu'il y ait des problèmes, et s'il y a des problèmes avec un professeur, une fois, deux fois, après il ne veut plus nos élèves en inclusion. Alors, si on a demandé à Sébastien de venir, et c'est lui qui accompagne en fait certains élèves en inclusion, en sport. Sinon, ces élèves-là n'iraient pas du tout en inclusion en fait. Donc, alors, le sport c'est plus facile que d'autres matières peut-être, parce que physiquement, vous avez un micro aussi. Je crois qu'il marche. Il ne faut pas appuyer sur le bouton, les gagnants. Oui, non, après le choix c'est orienté vers l'EPS parce que je pense que c'est une discipline, c'est peut-être pas la seule, mais qui permet de faciliter quand même l'intégration rapide dès le début de l'année. Parce que notre vrai questionnement c'était d'intégrer rapidement, de manière entre guillemets normale, un enfant et pas d'attendre un mois d'observation. Avant, en fait, les professeurs prenaient mes élèves en Micro. Non, il marche, ils vont parler dedans, ça marche. Ils prenaient mes élèves en inclusion, mais ils attendaient en fait un mois. En fait, ils me demandaient d'attendre un mois, de d'abord connaître leur classe. Et cette année, ça fait 4 ans, je leur ai fait comprendre que c'était bien que mes élèves aillent en sport dès le début, pour que dès le début, ils fassent vraiment partie de la classe, du groupe classe, et pas les élèves de l'UTEP qui arrivent ensuite. Et ça marche comme ça. Oui, après c'est une vraie réussite. Ça l'était déjà les années d'avant, mais le fait d'avoir intégré rapidement les jeunes, on a gagné non seulement dans l'intégration, mais aussi dans l'autonomie, dans plein de choses, parce qu'on on a travaillé plus vite, on a plus de temps, et dans le relationnel entre nos jeunes et les jeunes de la classe collège, les relations se créent dès le début de l'année, on n'est pas l'élément un peu perturbateur du jeu. Un jeune est un jeune. Voilà, un jeune est un jeune. Et les professeurs nous ont d'ailleurs remerciés d'avoir un petit peu fait du forcing pour que ça se passe dès la rentrée. Alors justement, donc on prend le plus facile avec guillemets quand on n'est pas très malin et qu'on réfléchit rapidement. Ensuite, le PS c'est facile. Vous dites vite, on peut le faire dans d'autres disciplines. En fait, le but de l'unité d'enseignement externalisé, c'est que déjà la première chose à faire, c'est en général réconcilier l'élève avec l'école. Là, le fait que la classe se trouve dans un collège, c'est retrouver un statut de collégien. Et ça, c'est très important pour l'élève, mais aussi pour sa famille. Mon fils n'est pas en classe à l'ITEP, mon fils est... C'est complètement différent. Je parle dedans, hein, je suis désolée. Là, je vais évidemment en même temps vous parler tellement vous êtes passionné. Donc voilà, le fait que ça soit au collège, une fois qu'ils ont retrouvé un statut de collégien, qu'ils retrouvent leur marque, on se rend compte qu'au niveau scolaire, certains peuvent y arriver. Donc on demande, par exemple, si c'est les mathématiques, on va demander au professeur de mathématiques. Et puis si ça se passe bien, on augmente les inclusions. Par exemple, j'ai un élève cette année, donc il y a 3 ans, quand on l'a récupéré, je pense que même les inclusions en sport, ce n'était pas possible du tout. Et cette année, il est 20 heures en 3e, il fait toutes les matières, l'anglais et l'allemand. Donc c'est une réussite. Alors on parlait de vous êtes dans le collège, vous avez une salle de classe spécifique qui est juste à côté de votre salle, donc quelque part vous êtes dans le collège. Vous parliez de résistance, alors on va attendre un mois, puis non, on y va tout de suite. Les enseignants, vous dites, on les a eus, ils sont conquis par le projet. En fait, ça se fait petit à petit, naturellement. Au départ, ça se fait avec les professeurs avec qui on a peut-être le plus d'affinité tout de suite. Et puis, comme les autres se rendent compte que ça marche et que ça ne crée pas de problème, parce qu'il faut surtout bien choisir l'inclusion. Il ne faut pas que l'élève soit en difficulté et il ne faut pas que le professeur d'accueil soit en difficulté. Sinon, là, on rate tout. Donc, et là, cette année, tous les professeurs du collège Camille Flammarion ont des élèves de ma classe à un certain moment. Est-ce qu'il y a un petit miracle humain dans votre collège? Oui, alors j'avais demandé à quelques professeurs de me donner leur avis. Donc, je vais juste vous lire une petite chose. Les élèves de la classe ordinaire se mettent au service des autres, ce qui permet de créer un tutorat. Ensuite, une alchimie se met en marche. Un groupe classe naît de cette rencontre.
Et les élèves de la classe ordinaire s'attachent à ces élèves et ils veulent qu'ils restent avec eux. Le bilan est très positif dans l'ensemble grâce à cette mixité éducative et pédagogique. Et puis un autre professeur me disait que ça crée de l'hétérogénéité dans la classe, donc ils adaptent aussi leur pédagogie. Et en fait, comme ils adaptent leur pédagogie pour mes élèves, ça sert aussi aux élèves qui étaient en difficulté, mais qui n'osaient pas trop se montrer dans la classe. Donc c'est un intérêt humain et un intérêt pédagogique. Olivier Petitfour, je vais vous proposer de venir avec Pascal Meyer. Vous faites un sacré binôme, vous deux, j'ai l'impression. Ils font un sacré binôme. Racontez. Depuis son début, vous allez voir. Pascal Meyer et Olivier Petitfour. Alors, vous vous êtes choisi, paraît-il, professionnellement. Donc en fait... Alors, Anna Meyer, vous êtes exactement votre titre, directrice de l'ITEP en Rivière dans la Haute-Marne. Une petite photo de l'ITEP en 2 mots. Appuyez sur le bouton, normalement ça doit marcher. Prenez le mien. Non, prenez monsieur Petitfour. Hein? Allez-y, oui. D'accord. Donc avec la particularité, effectivement, moi je suis arrivé en 2004, en septembre 2004, et puis donc je suis mise à la disposition par l'Éducation nationale au sein de la LEFPA. Donc voilà, j'ai eu le double. Donc vous connaissez le monde des enseignants, vous êtes tout à côté du collège géographiquement, combien il y a 300 mètres, vous disiez? Oui, maxi 300 mètres, oui. Et vous louchez un petit peu du côté de collège, et puis en disant, ben, pourquoi on n'irait pas, quoi. Voilà, donc en 2011, on s'est retrouvé avec un certain nombre d'élèves du second degré qui n'avaient aucune solution, ni en SECPA, ni en collège ordinaire, ni en ULIS. Et donc, à l'époque, on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose, et en même temps, on ne pouvait pas les laisser vivre 24 heures sur 24 et être scolarisés en intra. Donc voilà, donc effectivement, j'avais contacté déjà le collège Camille Flammarion. Donc il se trouve que l'établissement était en train de partir et n'a pas voulu se positionner en laissant à M. Petitfour ce choix-là. Et puis donc, effectivement, il m'avait dit que ce serait compliqué, qu'il faudrait l'aval du conseil d'administration, et en réalité, nous n'avons pas du tout fait ça dans l'ordre, puisque je suis allé voir M. Petitfour qui venait d'arriver, qui a tout de suite dit oui. Et donc on a commencé sur un temps très partiel, puisqu'on scolarisait, la classe ne fonctionnait que les matins. Et puis on a le conseil d'administration qui est intervenu un petit peu plus tard a validé cette classe. Il n'y a eu aucune opposition de la part des familles. Olivier Petitfour, vous êtes donc principal de ce collège, hein, c'est une zone rurale, c'est un petit collège en proximité de l'ITEP. Vous connaissiez le collège, vous, à un moment donné? Merci le micro. Oui, je connaissais même très bien le collège, puisqu'en fait je dirige le collège où j'étais élève. Donc M. Petit, je le connaissais bien parce que je l'avais embauché pendant une année. Et puis le hasard fait que Mme Petit-Guéry était assistante d'éducation dans un lycée professionnel où j'exerçais comme chef de travaux. Mme Meyer, vous la connaissiez? Non, voilà, ça faisait que quelques semaines et j'avais la directrice de l'ITEP qui venait me voir pour me proposer une solution. Vous avez un souvenir de ce moment-là? Elle tape à la porte, bonjour. Oui, c'est un peu comme ça, chez nous en Haute-Marne, c'est un peu comme dans le Nord. Voilà. Et alors, ça y est, elle vous amène de la complexité, elle vous dit quoi? Elle vous demande, elle dit voilà, je voudrais faire une expérience, donc intégrer une classe chez toi. Voilà. Sur le moment, bon, je me dis, ouais, il y a l'histoire, je veux dire, je peux passer ça au conseil d'administration, de contractualiser. Quand on arrive chef d'établissement, puisque moi j'arrivais en tant que chef d'établissement, on a un diagnostic à faire avec des pistes, ce qu'on appelle une introduction. Et tout de suite j'avais remarqué que mes enseignants étaient assez élitistes. C'est dur de dire ça, mais ils ne prenaient pas en charge la difficulté des élèves. Voilà. N'ayant pas encore de référentiel, je veux dire, d'éducation prioritaire qui existe maintenant, il fallait que je trouve un point de levier. J'ai pris l'accueil de ces jeunes de l'ITEP pour pouvoir
je veux dire, mettre en place de l'enseignement différencié. Ça a pris combien de temps? Alors on y a été au début petit à petit, puisqu'en fait, il a fallu surtout moi que j'aide mes enseignants à prendre cette difficulté en charge. Alors au début c'était climatisé, c'est pour ça qu'on a commencé petit à petit, et on voit qu'en 7 ans, on augmente notre dispositif. On fait attention, on fait des groupes de pilotage, parce que l'intervention de Sébastien cette année, c'est suite à l'évaluation de l'équipe de Manon-Ménière. Donc aujourd'hui, votre équipe éducative ne reconnaît presque plus un enfant tout à fait du collège et un enfant d'ITEP qui vient au collège, ou presque, même s'il est accompagné d'une manière différente. On a bien compris qu'il est intégré pendant les cours de PS ou bien jusqu'à 20h. Ça enrichit grosso modo la relation des élèves entre eux. Ça enrichit le travail des enseignants vis-à-vis des élèves qui sont peut-être moins bons du système traditionnel. Vous, ça vous a mis en porte-à-faux par rapport à l'Éducation nationale, vos inspecteurs, le recteur, vous avez dû demander toute autorisation, qu'attendre-t-elle et... C'était la liberté du conseil d'administration. Bien sûr, par un souci de loyauté, mon administration était au courant. Les visites régulières de l'UNASH ou de l'UNASH antérieure, on avait l'habitude. Non, pour moi, c'était vraiment le point de vue, et c'est quelque chose que j'avais affirmé lors de mes entrevues avec mon institutrice académique. Les parents, les enfants disent « Oh là là, mon Dieu, mon Dieu !» Alors, je ne fais pas que d'accueillir les élèves. Je réponds, je suis souvent sollicité par Madame Meyer et son équipe à aller aux différentes manifestations à l'ITEP. Et ma présence, oui, c'est avec fierté que j'y vais. Donc les parents des enfants d'ITEP sont ravis, ceux du collège, est-ce qu'ils ont... Tout à fait, on participe à chaque fête de fin d'année, soit avec nos élèves, il y en a certains qui y vont d'eux-mêmes. Je veux dire, et c'est vers ça. Je veux dire, il y a deux établissements sur des points, je veux dire, ponctuels. Ça fait presque un seul. Ouais. Il y a un petit miracle là, parce que, c'est qu'il faut reconnaître tout le monde. Vous avez le contact facile, c'est un petit collège, vous êtes à côté les uns des autres. Où est-ce que vous dites qu'une expérimentation comme ça là, elle peut se reproduire plus facilement qu'on imagine? On l'a vu par le film de La Réunion, on va le voir dans une autre région, dans le témoignage suivant. Moi je le pense, véritablement. Bon, après c'est vrai qu'il y a quand même une volonté de la part des acteurs à ce que ça fonctionne. Et c'est vrai que la continuité géographique fait que on puisse à tout moment faire marche arrière. On le sait, parfois. On appelle, Il faut réagir tout de suite. Il ne faut pas laisser un caillou dans une chaussure qui va peut-être bouleverser le regard des enseignants, le regard des élèves. Il faut être attentif. Et puis, je crois qu'avec M. Petitfond, on se dit des choses très très franchement. Jean-Louis Blanc, je vous propose de me rejoindre. On va quitter la Haute-Marne parce que finalement, là vous faites équipe et c'est merveilleux, ça tient un petit peu de lumière des individus. Vous allez nous raconter qu'à Lecomte de Lille, et ça se passe en Haute-Saône, du côté de Vesoul, votre fonction c'est quoi? C'est votre, Je suis aussi enseignante. Parlez très très près, comme ça va marcher. Je suis aussi enseignante mise à disposition pour l'Éducation nationale et j'ai comme poste coordination pédagogique. C'est-à-dire que j'ai un poste un peu de directrice d'école. Qu'est-ce que vous avez entendu là dans le témoignage de l'ITEP Henri Villette? Un petit peu ce que je vis aussi au quotidien. La différence, c'est qu'on a commencé un petit peu plus tôt que vous, puisque nous, notre première classe externalisée a été implantée en 2004. Et puis, parce qu'on était dans... Alors, la petite histoire, c'est qu'on était dans un château où on était un petit peu enfermés, on vivait sur nous-mêmes, on voulait... Après, on part du même constat, que nos élèves puissent accéder à des classes ordinaires, puissent passer des diplômes, etc. On en a ouvert une deuxième en école primaire, parce que la première était au collège en 2007. Et puis après, on a ouvert... tous nos élèves sont scolarisés dans les classes externalisées depuis 2009. Donc là, on a 4 classes qui sont externalisées dans 3 collèges différents, puisque notre particularité, c'est qu'on n'a plus un établissement sur un lieu, mais on a 4 petites unités d'internat sur 4 lieux différents. Donc
après, pour ceux qui connaissent, Luxeuil, Lure, Vesoul et Quincy. Donc les internats sont aussi proches des établissements scolaires, ce qui permet la scolarisation plus facilement de nos élèves. Ça vous fait combien de jeunes? Vous avez soufflé le nombre de 68? Oui, 68, donc on en a 38 en internat, 10 en semi-internat et 20 en CESAL. Donc sur nos classes externalisées, on accueille, au départ, on peut accueillir 48 jeunes. De 6 ans à 20 ans. Alors, ceux qui sont entre 6 et 11 ans sont sur la classe d'école primaire. Après, jusqu'à 16 ans, on a le collège. Et puis les plus grands, ils sont inclus souvent de manière individuelle dans le lycée professionnel, les centres de formation d'apprentis. Ils sont dans les maisons familiales et rurales, ils passent des CAP, des bacs, etc. Alors, 68 élèves, 68 projets individuels, vous m'avez dit. Oui. Ça veut dire que chaque enfant est étudié, chaque enfant ira à son rythme. S'il y a un petit problème, on l'arrête pour qu'il n'y ait pas d'échec. Il faut être très très vigilant et puis construire le projet par rapport à ses capacités dans le cursus normal ou bien dans un cursus qui sera un peu différent. Oui. Donc on est vigilant pour chacun, chaque jour. On va aussi loin dans l'inclusion, parce qu'on ne parle pas que de l'inclusion scolaire, il y a l'inclusion sociale que vous faites aussi. On travaille aussi sur la cantine. Donc voilà, il y a un élève qui ne peut pas à la cantine, il ne va pas. Celui qui peut y aller une journée, enfin un repas par semaine, il va une fois. Celui qui peut y aller tous les jours, il va tous les jours. On fait ça aussi sur tout ce qui est périscolaire. Les associations sportives, enfin, tout est utilisé au niveau du système scolaire pour les élèves ordinaires. On essaye aussi d'inclure nos élèves dans toutes ces facettes-là. Je ne sais plus qui me disait, il faut être vigilant, attention, il faut que les élèves soient inclus dans des classes de même âge, il faut qu'il n'y ait pas de différence, etc. Vous pouvez un peu commenter l'anecdote? Si ça marche, oui. Marine, vous me touchez comme ça marche pas mal. Et que l'entend? Oui, en fait, il faut vraiment... Comme nos élèves en général ont déjà connu des difficultés scolaires, ont un rapport à l'école qui est difficile, si on le met en difficulté dans un grand groupe, dans une classe ordinaire, classique, on recommence et on revient au départ en fait. Donc en général, on recommence par le sport, on fatigue les manches, voilà. Donc on commence par le sport, et puis on doit aussi choisir alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais le côté humain du professeur d'accueil. On va peut-être pas tout de suite envoyer un élève avec un professeur qui est très très exigeant avec ses élèves. On va attendre un petit peu avant d'aller avec tel ou tel professeur. Par contre, le professeur qui utilise les jeux, qui a une pédagogie assez ludique, là on sait que on va y arriver pour cette réconcilier l'élève avec l'école, réconcilier l'élève avec un projet. Vous confirmez, 68 élèves, 68 projets, un élève, un projet, qui prendra la trace de l'apprentissage quand c'est durant des réussites, etc. etc. Il y a beaucoup plus, par exemple, nous on a des élèves qui étaient dans ma classe pendant 2 ans, qui sont partis en 5e, qui sont partis en 4e. Là, Kevin, qu'on a cette année, qui fait 20 heures en 3e, là on l'a inscrit au DNP professionnel, on les inscrit au CFG, donc après soit ils partent, ils retournent dans le cursus ordinaire, c'est-à-dire 5e, 4e, 3e, soit on a un élève qui est parti en DIMA, donc tout ce qui est apprentissage, on réussit quand même. Après, on n'a pas une baguette magique non plus pour tous les élèves, et pour certains élèves, c'est aussi ça prend plus de temps, et puis parfois ils cumulent aussi, il y a aussi parfois d'autres difficultés que les comportements. Il y a parfois aussi la déficience mentale, et donc là on sait qu'on s'orientera plus vers des IM Pro et par la suite des ESAT. On ne peut pas non plus tout changer. Oui, dans vous disiez, ça va mieux pour tous. Alors c'est qui le tous? C'est l'élève qui suit ce cursus scolaire, c'est les élèves qui l'accueillent, c'est l'enseignant qui découvre aussi la richesse de la différence. Oui, c'est un peu tout ça à la fois. Moi, je voudrais revenir quand même sur quelque chose d'important, c'est qu'il a fallu énormément de temps pour constituer tout ce fonctionnement. Il a fallu créer un réseau depuis 9 ans. Maintenant, on travaille aussi avec 25 établissements scolaires différents
où il n'y a pas l'unité d'enseignement. Et tout ça, ça se fait par les personnes sur le terrain, je rejoins ce que vous disiez, et ça fonctionne bien avec plein de professionnels qui ont envie d'accueillir des enfants, des élèves tout simplement. Par contre, des fois, on a un petit grain de sable, il suffit juste qu'un principal change de collège, on est obligé de recommencer, de réexpliquer le fonctionnement, le pourquoi. Jamais rien n'est gagné non plus. Il faut quand même tout le temps, pas se battre, c'est pas le mot, mais être très vigilant. Voilà, tout le temps, réalimenter, tisser le réseau de façon à pouvoir offrir tout un panel de possibilités pour chaque enfant pour qu'ils aient chacun leur projet. La place de l'humain est essentielle. Oui. Madame Moulard, Selena Moulard, merci de nous rejoindre. Alors je vais donner votre titre, mais je vais peut-être me tromper, vous corrigerez au cas où. Donc vous êtes adjointe à la directrice, vous êtes académique, enfin je ne sais pas. Je vais peut-être me présenter. Oui, ça sera mieux. Le micro, attendez, ça. Voilà. Je suis adjointe à la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Marne et également inspectrice de l'éducation nationale pour l'ASH, donc l'adaptation scolaire en faveur des élèves en situation de handicap. Vous avez entendu quoi là? Les exemples qui nous ont été donnés. Qu'est-ce que vous retenez? Alors, ce que je retiens, je pensais que vous parliez à mes collaborateurs directs. J'ai entendu plusieurs choses. D'abord, les conditions de la réussite pour qu'une unité d'enseignement externalisée fonctionne. Donc là, on a un bel exemple. Alors, géographiquement proche, puisque les établissements, on peut se déplacer à pied, puisque je suis venue récemment vous rencontrer à l'ITEP, et ensuite nous sommes allés voir M. Petitfour au collège. Donc matériellement, il ne faut pas grand-chose. Il faut des locaux proches, une salle de classe. Matériellement, il n'y a pas grand-chose de nécessaire. Par contre, là, effectivement, où une condition de la réussite est importante, ça va être au niveau de l'échange, du partenariat, et surtout la construction du projet. Alors ça, on l'a entendu dans tous les témoignages, c'est-à-dire que rien n'est acquis, c'est ce que vous avez dit, et dès le départ, on ne peut pas prédire comment ça va se passer. Et ça se construit, comme dit l'enseignante, petit à petit, naturellement, moins naturellement. Il faut prendre le temps de construire et toujours donner du sens quand il y a des nouveaux cadres ou alors des nouveaux enseignants qui arrivent dans les établissements. L'éducation nationale aime ces sortes d'objets peut-être un petit peu étonnants, d'ovnis pédagogiques, parce que ça tient tellement aux personnalités des uns et des autres. C'est du tricoté main, c'est du pas à pas, c'est du projet par projet, élève par élève. Alors l'éducation nationale n'a pas aimé ou ne pas aimer. On a quand même vécu plusieurs années d'école inclusive. Alors je voudrais rebondir quand même sur ce terme parce que j'ai échangé tout à l'heure avec un monsieur dont j'ai oublié le nom. Je suis désolée, j'ai rencontré beaucoup de monde aujourd'hui. Et la phrase qu'a utilisée M. Baron, elle est tout simplement très explicite. Il n'y a pas deux mondes. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il n'y en a qu'un. Et l'école inclusive, c'est à un moment donné de ne plus prendre des groupes de personnes avec ou sans handicap, mais bien au contraire, de considérer des personnes avec des besoins communs, mais aussi des besoins individuels auxquels il va falloir répondre. Et ce concept d'école inclusive intègre de fait les concepts d'égalité et de différence. C'est le début de la complexité. Tout à fait. Donc par rapport à l'éducation nationale, alors vous avez tout à l'heure parlé des inspecteurs qui pouvaient mettre des bâtons dans les roues. Je ne regarde pas M. Petitfour. J'ai pas tout à fait dit ça. Non, bon, je caricature un petit peu. Bien au contraire. Est-ce qu'il fallait en référer? Est-ce que quelque part ces expérimentations peuvent être reproduites? Est-ce qu'il faut des miracles de binômes qui s'entendent? Est-ce qu'il faut des locaux? Est-ce qu'il y a des conditions financières peut-être? Est-ce qu'il faut des terrains de sport adaptés? Est-ce qu'il faut je ne sais quoi? Où tout est bienveillant, me disait non, il ne faut rien du tout, il faut juste une salle spéciale à côté des autres salles. Exactement. L'éducation nationale peut être aussi un levier à un moment donné pour aider à la construction des projets. Vous savez bien que dès l'instant où il y a un projet qui va naître, il va y avoir un besoin en ressources humaines, avec une mise à disposition d'enseignants.
Et les inspecteurs sont bien sûr là pour accompagner les équipes enseignantes. On a quand même une réforme de l'évaluation qui a été mise en place dans toute la fonction publique et qui recentre vraiment les missions des inspecteurs sur l'accompagnement pédagogique. Et c'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles je travaille de concert régulièrement aussi avec Madame Meyer. Mais par contre, je vais vous proposer d'aller au public, comme ça il n'y aura pas de problème de micro. Donc on a là deux expériences, quelqu'un de l'Éducation nationale qui s'occupe du coup d'inclusion. Est-ce qu'on peut le reproduire facilement? Est-ce qu'en se mettant de la lumière aujourd'hui sur ces écoles inclusives, vous souhaitez dire, bah, si c'est possible, faisons ailleurs? Est-ce qu'il y a une arrière-pensée quelque part par ce coup de projecteur? Je crois que c'est possible. La preuve, à la LFK, on a une trentaine de classes externalisées. Donc ce système fonctionne, mais comme l'ont dit chacun des intervenants, c'est à chaque fois un cas particulier, c'est à chaque fois une construction particulière. Et je pense que le mot qui est revenu souvent, c'est au-delà du professionnalisme des uns et des autres, c'est l'humain. C'est la volonté, à un moment donné, de faire quelque chose ensemble pour que les enfants qu'on accueille puissent aller à l'école ordinaire. Et il faut qu'on ait des professionnels de part et d'autre, pour reprendre la chanson de Johnny Hallyday, qui ont envie d'avoir envie d'y aller. Et si on a ça de chaque côté, c'est un principal, une directrice, c'est des enseignants qui ont envie de travailler ensemble, qui ont envie de faire la chose pour que les enfants puissent aller à l'école ordinaire et puissent partager l'école ordinaire. Une fois qu'on met les enfants ensemble, ils apprennent à se connaître, ils apprennent à se respecter et ils apprennent à continuer à grandir tous ensemble. Et je crois que c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut réussir. Et cette magie, elle fonctionne à chaque fois. De temps en temps, vous l'évoquiez, il y a des réticences. Il y a des réticences des parents en disant « c'est quoi ces enfants qui vont venir dans notre école ?» La réticence, elle ne dure jamais très longtemps. La réticence, elle dure le temps d'apprendre à se connaître. Et je crois que le critère de réussite, c'est la sortie des enfants vers les collèges et les lycées. Vous disiez 25 établissements. On constate ça dans toutes les régions. On a fait tout à l'heure un tour de France. C'est partout pareil. Ça fonctionne systématiquement. Et ça fonctionne parce que des gens ont envie que ça fonctionne. Et je dirais que les professionnels de l'éducation nationale et ceux de la LEFPA, ils mettent en œuvre les moyens les plus extraordinaires possibles pour faire que tous les enfants ils aient la vie la plus ordinaire possible. En conclusion, je vais vous demander, poser une question bête à chacun d'entre vous. Vous avez d'autres choses à dire? Voilà. Ça peut rater pourquoi, en un mot? Parce qu'on a voulu aller trop vite avec un enfant et qu'on lui a demandé trop à un moment où il ne pouvait pas forcément. Et ça marche parce que? Parce qu'on l'écoute et puis qu'on fait 2 pas en arrière pour en refaire après un en avant. Et puis après, ça repart et il arrive à faire son chemin. Un obstacle auquel vous n'aviez pas pensé? Après, je pense que... Comme ça, le micro. L'obstacle, c'est peut-être de penser que tout est acquis et de pas sans cesse, même pas chaque année, à chaque fois, essayer de se remettre en question, de remettre en question le fonctionnement. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui nous a amené quand même vers un renforcement de la collaboration. Voilà, de penser peut-être que tout est acquis, c'est peut-être dangereux parce que le public quand même évolue. Et la dernière fois, vous avez dit waouh, c'est super. C'est quoi? C'est hyper enrichissant. C'est pas un concept, un truc qui vient du nombril. Non, mais après, moi je trouve qu'à titre personnel, c'est très très enrichissant. Votre métier a changé. Donc, ouais, non, je pense que c'est ça qui motive. Waouh, c'est super, vous l'avez en tête, je le sens. Hier, parce qu'on avait aussi des petits problèmes, des fois administratifs, comme ces classes-là n'appartiennent pas vraiment au collège, etc. Et hier, on a réussi à inscrire Kevin au DNB professionnel avec le papier, et donc je lui donne, et là le visage s'illumine, s'ouvre complètement. Donc là, oui, c'était super. Et pourtant, c'était difficile. Madame Meyer, vous vous souvenez la première phrase que vous avez dit, M. Petitfour, quand vous l'avez rencontré? Non, pas du tout. Trouvez-lui un défaut. Trouvez-lui un défaut. Comment? Trouvez-lui un défaut à votre principal. Non, justement. Voilà, l'inquiétude peut-être, c'est que M. Petitfour, il va rester chef d'établissement sur le collège de Montigny, parce qu'il ne peut plus que faire une année. Qui compte. Donc, en même temps, il y a une instruction qui a été rédigée par la direction générale de la cohésion sociale
qui est relative à ces unités d'enseignement externalisées et où très précisément on demande au médico-social de mettre sans définition précise un moyen médico-social à disposition de ces UEE, comme on dit. Donc on est en train de, avec Madame Moulard, Tifour, Madame Bettinel, M. Pétillon, on est en train vraiment de finaliser, puisque ça sera une convention qui sera tripartite éducation nationale, ARS et ALPA. M. Petit-Fond, qu'est-ce que vous êtes plus que les autres? Rien. Qu'est-ce que vous avez de moins? Qu'est-ce que j'ai de moins? Le fait que je risque de partir dans 1 an, 2 ans. Et vous avez confiance parce que vous dites la classe, que l'équipe enseignante, elle est tellement porteuse du sujet que ça ne peut pas... C'est pour ça qu'il me reste encore quelques années, une année, pour mettre, je veux dire, du béton armé sur notre collaboration, je veux dire, pour ces jeunes et pour tous les jeunes, pas simplement que ceux de l'élite. Voilà, quand on respecte l'individu, quand on va à son rythme, tout le monde est gagnant. Je crois que la réponse, on l'a eu ce soir, effectivement, que ce soit au niveau des élèves, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau des enseignants, parce qu'on a quand même des regards croisés entre l'enseignant spécialisé, l'éducateur, mais aussi les autres enseignants dans les classes ordinaires, et que ce soit aussi entre les personnels d'encadrement, parce qu'on a bien vu qu'il y a forcément des liens renforcés qui se tissent. Oui, sur ces 4 degrés-là, tout le monde est gagnant. Monsieur le Président, 10 secondes pour nous inviter à aller au cocktail. Vous avez le droit à un mot sur ces classes inclusives. On sait que vous êtes long, donc soyez très cool. Et c'est à vous de dire que la deuxième partie de cette réunion est essentielle parce que c'est là qu'on peut se mélanger encore. Alors, top départ, on lui donne combien, M. Caron? Allez, 20 secondes. Ben, les premières 5 secondes, c'est pour leur dire merci. Deuxième mot, bravo. Et troisième mot, continuez. Pour le reste, je crois que la solution, c'est l'art de coopérer dans son travail. Et c'est l'art d'écouter et de regarder la personne qu'on accueille. Et à partir de là, quand vous voyagez avec, vous vous posez la question un jour de savoir si c'est vous qui accompagnez l'autre ou si c'est l'autre qui vous accompagne et qui vous fait découvrir beaucoup de choses. Voilà. Bonne année. Bonne année à tous. Et puis, je rappelle que un cocktail qui est préparé par les jeunes qu'on accueille. Donc on est toujours très fiers parce qu'ils font toujours le bon boulot. Merci à vous.